J'ignorais qu'un simple « Alors, les chocolats, ils t'ont plu ?» pouvait me glacer le sang. Je n'aurais jamais imaginé que le ton désespéré de mon propre fils, ce tremblement dans sa voix, cette pause qui semblait retenir un hurlement, serait le son qui changerait ma vie pour toujours. Tout a commencé par cet appel, le lendemain de mon anniversaire, quand il attendait une réponse différente, une réponse qui devait m'être fatale. La veille, en recevant cette boîte de chocolat fin, j'avais ressenti quelque chose d'étrange, une sensation que je n'avais pas su identifier sur le moment. Elle était magnifique, enveloppée dans un papier doré avec un ruban rouge profond, si élégante qu'elle ressemblait plus à un cadeau de fiançailles qu'à une simple attention. Mon fils m'offrait rarement quelque chose, et quand il le faisait, c'était plus par obligation que par affection. Mais cette boîte semblait différente, parfaite, réfléchie, presque trop calculée. Et pourtant, sotte que j'étais, je l'ai laissée sur la table sans l'ouvrir immédiatement. Quand il a appelé le lendemain, sa voix semblait nerveuse, comme s'il avait répété la conversation pendant des heures. « Alors, maman ?» m'a-t-il demandé avec un ton faussement enjoué. « Les chocolats, ils t'ont plu ?» J'étais de bonne humeur. J'avais passé l'après-midi précédent avec mes petits-enfants. Ils avaient vu la boîte et étaient encore plus excités que moi. « Oh !» ai-je répondu avec un sourire. « Je les ai donnés à ta femme et aux enfants. Ils adorent les sucreries. » Il y a eu un silence si profond que j'ai cru que l'appel avait été coupé. « Maman ?» a-t-il finalement murmuré. « Qu'est-ce que tu as fait ?»« Juste ça » ai-je répondu calmement. « Je les ai partagés. »« Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il soudain hurlé. « Dis-moi que tu plaisantes. Dis-moi que tu ne les as pas donnés. » Mais avant de continuer, je veux vous lancer une invitation très spéciale. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela m'aide à savoir que vous me soutenez et que vous appréciez mes histoires. Et commentez ci-dessous pour me dire de quelle ville vous m'écoutez. Maintenant, continuons. Ce cri m'a transpercé le cœur. Je ne l'avais jamais entendu utiliser ce ton avec moi. Ce n'était pas de la colère, ni de la frustration, c'était de la panique, une peur brute, viscérale, authentique, une peur qui n'avait aucun sens. Jusqu'à ce que, pour la première fois, j'imagine quelque chose d'impossible. Et si ces chocolats n'étaient pas un cadeau? Pourquoi réagis-tu comme ça? Ai-je demandé, ma voix à peine un souffle. Maman, sa respiration était saccadée. Maman, écoute, j'ai besoin que tu me dises si quelqu'un d'autre en a mangé. Où sont-ils? Est-ce qu'il en reste? J'ai porté la main à ma poitrine. Les enfants les ont finis. Ta femme en a pris quelques-uns aussi. Pourquoi? Un gémissement s'est échappé de sa gorge. Maman? Maman? Non. Ils n'étaient pas pour eux. Ma peau s'est hérissée. Alors pour qui était-il? Il n'a pas répondu. Tout ce que j'entendais, c'était sa respiration brisée, son angoisse, sa culpabilité. J'ai raccroché, tremblante, sans bien comprendre. Je me suis dirigée vers la table où se trouvait la boîte. L'emballage était encore là, froissé par les petites mains de mes petits-enfants. J'ai tout regardé avec un œil neuf, le ruban parfaitement noué, le papier trop élégant, l'étiquette manuscrite. Pour la meilleure des mamans, profite bien de ta journée. Trop mielleux, trop parfait, trop étranger pour le fils que je connaissais. J'ai ramassé l'emballage et je l'ai examiné lentement. Il y avait un minuscule détail que je n'avais pas vu la veille. Un coin de l'étiquette se décollait. En le soulevant, j'ai découvert quelque chose qui m'a paralysée. Un chiffre, un petit chiffre manuscrit, presque imperceptible. 27, 8 mg. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait. Ce n'était pas un prix, ce n'était pas un code. Cela ressemblait à une mesure, une quantité. Un frisson a parcouru mon échine alors que je le tenais entre mes doigts. Ma belle-fille m'a appelée. Hélène, les enfants vomissent. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Le téléphone a failli me glisser des mains. Ils vomissent? Depuis quand? Depuis une demi-heure environ. Je pensais que c'était une gastro, mais je ne sais pas. Ils sont si pâles. Mon estomac s'est noué. J'ai regardé à nouveau le chiffre caché sous l'étiquette. 27, 8 mg. Quelle substance mesure-t-on ainsi? Ma belle-fille continuait de parler désespérément, disant qu'elle les emmenait chez le médecin, que je ne devais pas m'inquiéter, que c'était probablement quelque chose du déjeuner, mais je n'écoutais plus. Je fixais la boîte vide, sentant quelque chose de sombre me ronger de l'intérieur.
Mon fils m'a offert ces chocolats. Mon fils s'attendait à ce que je les mange. Mon fils a paniqué quand il a su que d'autres les avaient mangés, et maintenant les enfants étaient malades. J'ai mis la main sur ma bouche pour étouffer un sanglot. Qu'avait fait mon propre fils? Qu'y avait-il dans ces chocolats? Comment n'avais-je pas vu ce qui était maintenant si évident? Je me suis effondrée sur une chaise, serrant l'emballage, tremblant de la tête aux pieds. Mon esprit refusait de l'accepter, mais mon cœur connaissait déjà la vérité. Mon fils n'avait pas voulu célébrer mon anniversaire. Il avait voulu y mettre fin. J'ai raccroché avec ma belle-fille, le cœur serré. Je sentais le monde s'écrouler sous mes pieds. C'était comme si toutes les pièces d'un terrible puzzle commençaient à s'emboîter. Les enfants malades, le désespoir de mon fils, le chiffre caché sous l'étiquette, l'élégance exagérée du cadeau, une intuition si sombre qu'elle me retournait l'estomac. Et pourtant, mon esprit résistait à accepter ce que mon cœur savait déjà. J'ai attrapé mon sac et j'ai quitté la maison, sentant à peine mes jambes. Je ne pouvais pas rester immobile. Je ne pouvais pas réfléchir. La seule chose que je pouvais faire était de me rendre à l'hôpital le plus vite possible. Le trajet est devenu un flou. Feux rouges, rues, voitures, lumière, tout se mélangeait en une seule urgence. Les enfants, mes petits-enfants, mes petits, les seuls êtres de ma vie qui n'avaient jamais rien demandé d'autre que de l'amour. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé ma belle-fille assise sur une chaise en plastique, les yeux rouges et les mains tremblantes. En me voyant, elle s'est levée d'un bond et a couru vers moi. « Je ne sais pas ce qui leur est arrivé », a-t-elle sangloté. Ils allèrent bien et soudain, ils ont commencé à vomir, à avoir des vertiges. Ils sont devenus froids comme de la glace. Je les serrai dans mes bras. Mais mon corps était rigide. « Qu'ont dit les médecins ?»« Que c'était un empoisonnement », a-t-elle répondu, la voix brisée. Mais ils ne savent pas avec quoi. Ils font des analyses. Mon cœur battait si fort que ça faisait mal. « Et toi, comment tu te sens ?» Elle a dégluti difficilement. J'ai vomi aussi, mais je pensais que c'était le stress. Une douleur fulgurante m'a traversé la poitrine. Elle en avait mangé aussi. Elle était aussi en danger. Elle, sans le savoir, avait été plus proche que moi du précipice. On nous a appelés depuis la porte du service de pédiatrie. Famille des enfants. Lefebvre. Nous nous sommes précipités. Le médecin qui est sorti avait une expression sérieuse mais professionnelle. Ils sont stables, a-t-il dit. Ils ont eu une réaction sévère, mais ils sont arrivés à temps. Nous allons continuer à les surveiller, mais pour l'instant, ils sont hors de danger. Ma belle-fille a fondu en larmes. Moi aussi, mais à l'intérieur, une partie de moi était reconnaissante pour ce miracle, tandis qu'une autre s'enfonçait encore plus dans l'horreur, car cela signifiait que les chocolats contenaient bien quelque chose. « Docteur ?» ai-je dit à voix basse. De quel type d'empoisonnement s'agissait-il? Il a hésité. Nous ne le savons pas encore. Nous avons trouvé des traces d'une substance peu commune. Ce n'est pas un aliment avarié. C'est quelque chose d'ajouté. Ajouté. Ce mot m'a transpercé l'âme. Le médecin a continué. Les symptômes correspondent à certains alcaloïdes ou à des substances similaires à certains pesticides, mais en quantité très spécifique. 27, 8 mg. Le chiffre est revenu dans mon esprit comme un coup de poing. Est-ce quelque chose de facile à obtenir? Ai-je demandé, en essayant de rester calme. Le médecin a secoué la tête fermement. Non, pas à cette concentration, ni sous une forme qui pourrait être ingérée sans laisser un goût étrange. Celui qui a mélangé ça savait ce qu'il faisait. Ma belle-fille a couvert sa bouche de ses mains, horrifiée. Je sentais les murs de l'hôpital se refermer sur moi. Je veux les voir, ai-je dit, car c'était la seule chose que je pouvais dire sans m'effondrer. Ils nous ont emmenés dans la chambre. Mes petits-enfants dormaient, pâles, avec des perfusions. Je me suis approchée lentement, j'ai caressé leur petite tête chaude, et j'ai senti une boule dans ma gorge qui m'empêchait presque de respirer. « Mamie !» a murmuré l'aîné en ouvrant les yeux. J'avais mal au ventre. Mon âme s'est brisée. C'est fini, mon amour. Tu es ici avec moi maintenant. C'est fini. Je suis restée longtemps à leur côté, et en les regardant dormir, quelque chose en moi a commencé à relier des souvenirs que j'avais enfouis. Mon fils n'avait pas toujours été comme ça. Ou peut-être que si, et que je n'avais jamais voulu le voir. Je me suis souvenue de ses 12 ans, quand il a volé de l'argent à son père. Je me suis souvenue de ses 16 ans, quand il a menti en disant qu'un ami avait cassé son téléphone, alors qu'il l'avait fait lui-même dans un accès de rage.
Je me suis souvenu de la façon dont il se moquait de moi quand il pensait que je n'écoutais pas. Je me suis souvenu de sa façon de parler de la vie comme si tout le monde lui devait quelque chose. Je me suis souvenu de son ambition, de ses éclats de colère, de son égoïsme, et je me suis souvenu d'autre chose, quelque chose qui m'a glacé le sang. Il y a 2 semaines, il était venu chez moi sous prétexte de prendre de mes nouvelles. Il m'a fait un thé. Il m'a beaucoup observé, trop. Et en partant, il a dit « Maman, tu devrais prendre plus soin de toi. À ton âge, on ne sait jamais. » Sur le moment, j'ai cru que c'était de l'affection. Maintenant, cela sonnait comme une répétition. Ma belle-fille a interrompu mes pensées. « Hélène, » a-t-elle dit d'une voix tremblante. « J'ai quelque chose à te dire. » Je l'ai regardée. La femme était dévastée, mais ses yeux contenaient de quelque chose de différent. De la peur et de la suspicion. « Ton fils, » a-t-elle murmuré, a agi bizarrement ces derniers jours. Il a insisté pour qu'on t'envoie ses chocolats. Il n'a pas voulu que je voie l'achat. Il a dit que c'était une surprise juste pour toi. J'ai eu le vertige. Et hier, a-t-elle continué, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Un homme a demandé si tu avais déjà reçu le paquet. J'ai pensé que c'était du démarchage téléphonique. Une froideur s'est répandue dans mon dos. Un homme? Ai-je demandé. Qu'a-t-il dit? Juste ça. A-t-elle reçu le paquet? Rien de plus. La voix était sèche, comme celle de quelqu'un de pressé. Mes mains tremblaient. Il y avait une deuxième personne impliquée, un homme inconnu, quelqu'un qui demandait si j'avais le paquet. Mon fils n'était pas seul. Ce n'était pas seulement une impulsion, un accès de colère ou une erreur. Il y avait un plan soigneusement construit, un plan qui incluait des tiers, un plan qui nécessitait que je mange ces chocolats. Et puis une pensée encore plus terrible m'a traversé l'esprit. Si mes petits-enfants n'avaient pas mangé les chocolats, quelqu'un aurait-il vérifié mon autopsie? Ou ma mort aurait-elle été déclarée naturelle? J'ai senti mon sang se glacer. Mon fils m'avait envoyé un cadeau empoisonné. Mes petits-enfants avaient failli mourir par accident, et il manquait encore des pièces au plomb, car je sentais quelque chose avec une clarté absolue. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, c'était quelque chose de plus grand, de plus sombre, quelque chose qui était sur le point d'être révélé. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là à l'hôpital. Je suis restée assise entre les 2 petits lits de mes petits-enfants, écoutant leur respiration faible et régulière, comme si chaque expiration était un petit rappel qu'ils étaient toujours avec moi. Ma belle-fille s'était endormie sur une chaise, épuisée par le choc et la culpabilité. Bien que je sache que sa culpabilité n'était pas la plus grande dans cette pièce, ni la mienne. La vraie culpabilité était ailleurs, ou plutôt chez quelqu'un d'autre. À 6 heures du matin, un médecin a frappé doucement à la porte. Je me suis levée sans faire de bruit et je suis sortie dans le couloir avec lui. Son expression était sérieuse. « Madame Lefebvre, » a-t-il dit, « nous avons les résultats préliminaires des analyses toxicologiques. » Mon cœur a cogné sourdement. Qu'avez-vous trouvé? Qu'y avait-il dans les chocolats? Le médecin a pris une profonde inspiration, comme s'il choisissait chaque mot avec une précision chirurgicale. Nous avons trouvé des traces de solanine concentrée. Le nom ne me disait rien. Mon visage a dû le trahir. C'est un alcaloïde très toxique, a-t-il expliqué. On le trouve normalement dans les plantes de la famille des Solanacées, mais pour atteindre des niveaux dangereux, il aurait fallu que quelqu'un l'extrait délibérément. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, ce n'est pas un aliment avarié, ça ne se produit pas accidentellement. Mon sang s'est transformé en glace, donc ça a été ajouté. Le médecin a hoché la tête avec une gravité qui m'a fait trembler, avec précision et avec connaissance de cause. La concentration était si spécifique qu'elle n'aurait pas pu être mélangée par un amateur. Quelqu'un savait exactement ce qu'il faisait. 27, 8 mg. Ce chiffre est revenu dans mon esprit comme une blessure au couteau. Et avez-vous pu retrouver la provenance des chocolats? Ai-je demandé. Nous enquêtons là-dessus, a-t-il répondu. Mais je peux vous dire autre chose. Il s'est un peu rapproché, baissant le ton. Cette substance n'est pas facile à trouver, ni en vente dans le commerce. Cela nécessite des contacts ou un accès à des laboratoires. J'ai senti mes jambes vouloir flancher. Que se serait-il passé si mes petits-enfants en avaient mangé un peu plus? Ai-je demandé d'une voix faible. Le médecin a fermé les yeux. Nous n'aurions pas cette conversation. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Ce n'était pas seulement des chocolats, c'était une arme. Et moi, je l'avais livrée de mes propres mains à mes innocents petits-enfants. Le médecin m'a offert un verre d'eau, mais mes mains tremblèrent trop pour le tenir.
Puis-je parler avec le légiste du laboratoire? Ai-je demandé après avoir retrouvé un peu de voix. Bien sûr, a-t-il répondu. Il a demandé à vous parler lui-même. Il dit qu'il y a quelque chose que vous devez voir. Cela m'a rendue encore plus inquiète. Une demi-heure plus tard, j'étais dans une petite salle d'analyse où un homme mince en blouse blanche regardait dans un microscope. Il a levé les yeux quand il m'a vu entrer. « Vous êtes la grand-mère des enfants ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. « J'ai quelque chose à vous montrer », a-t-il dit, en sortant un petit sac transparent. À l'intérieur se trouvait un minuscule fragment de métal. « Nous avons trouvé ça à l'intérieur du chocolat », a-t-il expliqué, quelque chose de si petit qu'on aurait pu le confondre avec n'importe quoi si nous n'avions pas fait une analyse complète. Il l'a pris avec une pince. « C'est un morceau de microtube », a-t-il poursuivi. « C'est utilisé pour transporter des substances en petite quantité. Quelqu'un a injecté la solanine liquide dans les chocolats, a refermé les trous et a laissé ce fragment à l'intérieur. Probablement par erreur. Mon estomac s'est noué. Pouvez-vous dire d'où il vient? » Le technicien m'a regardé solennellement. Ce type de microtube est utilisé dans les laboratoires pharmaceutiques ou les centres de recherche. Ce n'est pas un objet domestique. J'étais sans voix. Vous voulez dire que quelqu'un ayant un accès professionnel a été impliqué? Ou quelqu'un de proche de quelqu'un ayant cet accès, a-t-il précisé. Nous analysons encore. Il a fait une pause un instant, puis a ajouté. Mais il y a quelque chose de plus troublant. Il a sorti une boîte identique à celle que j'avais reçue et l'a posée sur la table. Nous avons fait une recherche rapide avec le code de production. Cette marque de chocolat fin a été abandonnée il y a 3 ans. Mes yeux se sont écarquillés. Mais mon fils me l'a envoyé il y a 2 jours. Le technicien a hoché la tête lentement. Exactement. La boîte est ancienne. Le design correspond à une édition limitée qui n'est plus fabriquée. Quelqu'un a soit gardé l'emballage pendant des années, soit l'a obtenu délibérément en dehors du marché. Une sueur froide a coulé dans mon dos. Et pourquoi quelqu'un ferait-il une chose pareille? Le technicien m'a regardé avec prudence. Parce qu'une boîte comme celle-ci n'attire pas l'attention. C'est un cadeau parfait. Élégant, vintage, spécial. Elle ne soulève aucune suspicion et personne ne penserait qu'elle a été manipulée. J'ai ressenti une vague de vertige. Ce n'était pas seulement que mon fils m'avait envoyé des chocolats, c'était que quelqu'un avait préparé ce cadeau avec un niveau de calcul qui me terrifiait. « Madame, a dit le technicien, ce n'était pas un acte impulsif, c'est un plan. Un plan réfléchi. » Ces mots faisaient écho à ma propre intuition. Un plan avec des étapes, un timing, une exécution, et je n'en avais vu que la surface. Quand j'ai quitté le laboratoire, ma belle-fille m'attendait sur un banc dans le couloir. Elle s'est levée en me voyant. Ses yeux étaient gonflés. « Hélène, a-t-elle murmuré. Y a-t-il autre chose? » Je me suis approchée d'elle lentement. « Qu'est-ce qu'il y a? » Elle a sorti son téléphone. Il tremblait. Hier soir, en cherchant la carte de mutuelle des enfants, j'ai trouvé quelque chose dans le tiroir de mon mari. Mon cœur a fait un bond. « Qu'as-tu trouvé? » Elle a ouvert la galerie de son téléphone et m'a montré une photo, une feuille imprimée froissée. En haut, il était écrit « Demande de versement du capital d'essai, assuré, Hélène Lefebvre. » J'ai senti l'air me manquer. « Il l'a rempli il y a 3 semaines, a-t-elle murmuré. Et il ne m'a rien dit. Mon monde est devenu un bruit assourdissant. Devant moi, la femme de mon fils pleurait en silence. « Hélène, je pense que mon mari voulait ta mort. » Ces derniers mots étaient un murmure brisé. Et pourtant, je savais que ce n'était pas le pire, car en tenant ce téléphone et en voyant ce formulaire, j'ai compris quelque chose de terrifiant. Mon fils n'était que la partie émergée de l'iceberg. Il y avait quelqu'un d'autre derrière lui, quelqu'un avec l'accès, les connaissances, l'intention, quelqu'un qui attendait peut-être ce moment depuis des années. Quand j'ai eu cette demande de versement de capital d'essai entre les mains, j'ai senti mes os faiblir. Jamais je n'aurais imaginé voir mon nom imprimé sous un titre aussi macabre, encore moins écrit par mon propre fils. Cette feuille était la preuve matérielle de quelque chose que mon cœur peinait encore à accepter. Il avait planifié ma mort. Il n'y avait aucun moyen de le justifier. Il n'y avait aucune excuse pour adoucir la vérité. Il voulait que je disparaisse. Pour de l'argent. J'ai fixé le document pendant un long moment, comme si les lettres pouvaient se transformer en autre chose, comme s'il était possible de changer ce qu'elles signifiaient. Mais non, elles étaient définitives, indéniables. Et ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas sa signature, mais la date. 3 semaines plus tôt. Il y avait pensé, l'avait calculé, l'avait préparé. Ce n'était pas une impulsion ou un accès de colère.
C'était la pure froideur d'une décision préméditée. Les yeux de ma belle-fille étaient pleins de larmes. Je ne savais rien, Hélène. Je te jure, si j'avais su, je n'aurais jamais laissé les enfants manger ces chocolats. Je les serrai dans mes bras. Ce n'est pas ta faute. Tu es aussi une victime dans tout ça. Et elle l'était vraiment. Elle avait aimé mon fils avec une cécité absolue. Et cela avait entraîné sa famille dans un danger dont seule une terrible coïncidence les avait sauvés. Avoir mangé mes chocolats. En attendant d'autres nouvelles du laboratoire, je suis rentrée chez moi. J'avais besoin de réfléchir, de comprendre, et surtout, de me souvenir, de dépoussiérer les recoins de ma mémoire où je gardais des fragments de ce qu'avait été mon fils avant de devenir cela. Quand je suis entrée dans mon salon, un silence douloureux m'a envahi. Dans ce silence, mes souvenirs semblaient à se réveiller comme de longues ombres. J'ai pensé à ses 10 ans, quand il a poussé un camarade de classe par jalousie. À ses 18 ans, quand il a simulé un vol pour obtenir de l'argent de son père. Comment il cherchait toujours la facilité, le raccourci, le mensonge pratique. Je l'ai toujours justifié. Il est jeune, il est perdu, il a besoin d'être guidé. Mais peut-être que ce n'était pas de la confusion. Peut-être qu'il a toujours eu une part sombre que je refusais de voir. En fouillant dans des tiroirs à la recherche d'un vieux document, j'ai trouvé quelque chose qui m'a arrêté net. Une boîte de photos. Il était là, enfant, souriant, me serrant dans ses bras, serrant sa sœur dans ses bras. Et pourtant, derrière ce sourire enfantin, je pouvais maintenant reconnaître une lueur différente, un mélange d'arrogance et de calcul que je n'avais jamais interprété correctement. Je me suis effondrée sur le canapé et j'ai pleuré, non pas pour moi, mais pour lui, pour ce qu'il aurait pu être, pour ce qu'il est devenu, pour le vide immense qu'une mère ressent avec la certitude d'avoir élevé quelqu'un capable de meurtre. J'ai essuyé mes larmes quand le téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité une seconde, mais j'ai répondu. « Madame Hélène Lefebvre ?» a demandé une voix d'homme. J'ai ressenti un frisson. « Oui. » « Qui est à l'appareil ?»« C'est l'inspecteur Moreau. Je dirige l'enquête sur l'empoisonnement des mineurs. Je dois vous parler. Je sais que vous avez été à l'hôpital, mais il y a eu des développements importants. » Ma respiration s'est accélérée. « Je suis chez moi. Vous pouvez venir. » Il a mis moins de 20 minutes. C'était un homme au visage sérieux, au regard perçant, de ceux qui semblent lire plus qu'ils ne disent. « Madame, a-t-il commencé, nous avons trouvé 2 choses qui compliquent l'affaire et la rendent plus grave. » Je l'ai fait entrer dans le salon. « Dites-moi, » ai-je murmuré, presque sans voix. Il a sorti un dossier épais et l'a posé sur la table. « Premièrement, » a-t-il dit en ouvrant le dossier, « nous avons retracé l'envoi du colis. Votre fils ne l'a acheté dans aucun magasin. Il a été assemblé à la main. Quelqu'un a obtenu la boîte vintage, y a inséré les microtubes, a dosé la substance et l'a apportée à une société de messagerie qui n'exige pas d'identification détaillée. Il n'y avait plus moyen de nier quoi que ce soit. Il l'a planifié, ai-je dit. C'est lui. Pas si vite, a répondu Moreau. Oui, votre fils est impliqué, mais il n'a pas agi seul. Mon cœur a fait un bond. Que voulez-vous dire? L'inspecteur a sorti une autre feuille. Nous avons des images de vidéosurveillance de l'envoi. Votre fils apparaît, mais il n'est pas seul. Il est accompagné d'un homme. Un homme qui tend la boîte à l'employé pendant que votre fils regarde ailleurs, comme s'il suivait des instructions. Cet homme semble diriger l'action. Il n'est pas seulement un complice. J'étais figée. Qui est-ce? L'inspecteur a pris une inspiration comme s'il pesait chaque mot. Nous pensons que c'est quelqu'un de votre entourage. De mon entourage? Ai-je demandé, incrédule. Il a hoché la tête. Oui. Quelqu'un qui connaît votre routine, votre adresse, votre anniversaire. Quelqu'un qui a été dans votre vie ces dernières années. Quelqu'un qui n'est pas un étranger pour votre famille. Un tremblement a parcouru mon échine. A-t-il un nom? L'inspecteur a fait glisser une photographie vers moi. Quand l'image s'est immobilisée sur la table, mes mains ont tremblé. C'était un visage familier, un visage que je n'aurais jamais imaginé là, un visage qui avait fait partie de ma vie comme s'il était digne de confiance. Lui? Ai-je murmuré avec horreur? L'inspecteur a hoché la tête. Oui, lui. Votre gendre. Le mari de votre fille. J'ai senti le monde s'assombrir. Mais pourquoi? Ai-je à peine pu articuler. Parce qu'il avait aussi un mobile. L'inspecteur a ouvert une autre feuille. Nous avons découvert des mouvements bancaires suspects entre lui et votre fils. De petits transferts répétés, comme s'ils payaient quelque chose ensemble. De plus,
a-t-il poursuivi. Nous avons trouvé son nom lié à un laboratoire pharmaceutique où il a travaillé il y a des années. Un bourdonnement a rempli mes oreilles. Vous voulez dire qu'ils étaient tous les deux? Oui, madame, a répondu fermement Moreau. Votre fils et votre gendre ont travaillé ensemble. Ce n'est pas seulement un crime familial, c'est une conspiration économique, dans laquelle vous étiez le dernier obstacle. Ma respiration s'est arrêtée. Mon fils, mon gendre, ensemble, planifiant ma mort. Pas par haine, pas par accident, pas sur une impulsion. Pour l'argent, pour l'ambition, par convenance. Et pour la première fois dans toute cette histoire, j'ai su avec une clarté terrifiante. Ma survie n'était pas un miracle. C'était une menace pour eux. Je fixais la photographie sur la table comme si je regardais une scène impossible. Mon gendre, le mari de ma fille, l'homme qui avait dîné à ma table des centaines de fois, qui m'appelait « maman » avec un sourire aimable, qui portait les chaises de jardin quand il proposait son aide, qui me traitait toujours avec cette courtoisie douce que l'on confond avec le respect. Cet homme était là, sur une image froide, tenant une boîte qui contenait une dose mortelle de poison, une boîte qui m'était destinée. J'ai senti quelque chose en moi se briser d'une manière qu'aucune trahison précédente n'avait jamais réussi à faire. Si mon fils m'avait brisé le cœur, mon gendre venait de le mettre en pièces. L'inspecteur Moreau, de sa voix ferme mais compatissante, a continué. Votre gendre a travaillé il y a des années dans un laboratoire non agréé qui a été fermé après une enquête. Il cherche des liens avec la substance trouvée dans les chocolats, mais les virements entre lui et votre fils, ce sont les preuves les plus accablantes. De l'argent est arrivé pendant des mois, de petites sommes, de manière très spécifique. Ma tête tournait. Mon fils voulait mon héritage. Mon gendre, qui gagnait-il? J'ai fermé les yeux pour réfléchir, et puis je me suis souvenu de quelque chose qui m'a glacé le sang. Ma fille, à Noël dernier, avait dit quelque chose qui semblait anodin à l'époque. Ces derniers temps, je pense que mon mari s'intéresse plus à ta vie financière qu'à la nôtre. J'avais ri. Elle, non. Elle avait insisté. J'avais changé de sujet. Quelle cruelle ironie. L'indice était juste devant moi, mais j'avais choisi de l'ignorer. La voix de l'inspecteur a traversé mes pensées. J'ai besoin de savoir, Madame Lefebvre, si vous êtes prête à coopérer à l'enquête. C'est plus gros que nous l'imaginions. J'ai pris une profonde inspiration. Je ferai tout ce qu'il faudra. Moreau a hoché la tête, mais avant qu'il ne puisse continuer, son téléphone a vibré. Il a répondu. Il a écouté quelques secondes et, le front plissé, m'a fait signe d'attendre. Il a raccroché. D'autres résultats viennent de tomber du laboratoire. Ils ont trouvé des empreintes digitales partielles à l'intérieur de l'emballage, et elles n'appartiennent pas à votre fils. Mon estomac s'est noué. À qui sont-elles? Ai-je demandé. Moreau a ouvert un dossier et a pointé quelque chose du doigt. Elles correspondent à 62% à un profil enregistré. Nous sommes en train de confirmer à 100%. Mais tout indique. Il a fait une pause. Il m'a regardé. Son expression disait que la vérité ferait encore plus mal. Dites-le-moi tout de suite, ai-je exigé. Elles indiquent que les empreintes pourraient appartenir à votre fille. J'ai senti l'air quitter mon corps. J'ai fait un pas en arrière, puis un autre, jusqu'à heurter le mur. Non, ai-je murmuré. Non, ma fille n'aurait jamais fait ça. Nous ne disons pas qu'elle est coupable, a précisé l'inspecteur, mais elle a eu accès au paquet à un moment donné. Peut-être qu'elle ne savait pas ce qu'il contenait, peut-être qu'ils l'ont utilisé sans qu'elle s'en rende compte. Je voulais le croire. Dieu sait que je voulais le croire. Mais la graine du doute avait été plantée. Et le doute est un poison qui se propage aussi vite que la solanine. Soudain, une pensée terrible m'a frappée. Ma fille avait-elle été manipulée ou faisait-elle partie du plan? Avant que je puisse digérer cela, mon téléphone a vibré. C'était elle. J'ai répondu avec des mains tremblantes. « Maman » a-t-elle dit d'une voix agitée. « Il faut que je te voie. C'est urgent. J'ai peur. Mon cœur s'est emballé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon mari, a-t-elle dit entre deux sanglots. J'ai trouvé des choses terribles. Il faut que je te parle. Je suis à la maison. S'il te plaît, viens. Sa voix ne semblait pas jouer. Elle semblait brisée, anéantie. Je lui ai dit que j'arrivais et j'ai raccroché. Moreau m'a observé attentivement. N'y allez pas seul. Nous vous accompagnons. J'ai hoché la tête.
Je n'avais pas la force de discuter. Le trajet jusqu'à la maison de ma fille était silencieux, tendu, rempli d'un pressentiment qui me serrait la poitrine. Quand nous sommes arrivés, la porte était entr'ouverte. Je suis entrée la première, en l'appelant par son nom. « Émilie, où es-tu » J'ai entendu sa voix depuis le salon. « Ici, maman. » Elle a couru vers moi et m'a serré fort dans ses bras. Ses yeux étaient gonflés, son visage pâle. « Maman » a-t-elle murmuré. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai trouvé ça. Elle m'a tendu une enveloppe froissée. À l'intérieur se trouvaient des papiers, des factures, des relevés bancaires et un dossier qui disait « Plan de réorganisation patrimoniale. K. Lefebvre ». J'ai ouvert les documents avec effroi. Ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. Une série de mouvements financiers et de notes impliquant des comptes à mon nom, ma maison, mes biens, même mes frais médicaux. Tout était calculé pour être transféré ou liquidé au décès de l'assuré. Ma fille pleurait. « Maman, je ne savais rien. J'ai trouvé ça dans son bureau. Il le gardait dans un dossier avec mes contrats. Je ne savais pas qu'il préparait ça. » Je l'ai serré dans mes bras avec toute la force qui me restait. « Ce n'est pas grave, ma chérie. Je ne t'en veux pas. » Elle s'est accrochée à moi comme une petite fille. Il m'a manipulée. Il vérifiait mon téléphone. Il me disait ce que je pouvais voir ou non. Je pensais que c'était juste son côté contrôlant. Pas ça. L'inspecteur Moreau est intervenu calmement. « Où est votre mari maintenant ?» Ma fille a secoué la tête. « Je ne sais pas. Il est parti il y a 2 heures. Il a dit qu'il avait des choses à régler. » Moreau a échangé un regard grave avec un autre officier. « Nous devons fouiller la maison. » C'est alors que ma fille a dit quelque chose qui a arrêté tout le monde. « Attendez, il y a autre chose. » Elle a essuyé ses larmes et a ouvert un tiroir de la table basse. Elle a sorti une petite clé. Cette clé n'ouvre rien dans la maison. Et il l'avait trop bien cachée. Je pense qu'elle appartient à un endroit où il gardait des choses importantes. Moreau a pris la clé, l'a examinée, et son visage s'est crispé. « Je sais à quoi ça sert », a-t-il dit. « C'est une clé de coffre-fort. » Il m'a regardé droit dans les yeux. « Et si votre gendre a des documents là-bas, il est très probable que votre fils en ait aussi. » J'ai ressenti un froid si profond que j'ai dû m'appuyer sur le canapé. « Alors » ai-je murmuré. « C'est là que se trouve la dernière pièce du plan. » Moreau a hoché la tête. « Oui, madame. Ce coffre pourrait contenir les preuves finales. Ou pire, la preuve qu'il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais d'un secret que vous ne saviez même pas que vous aviez. » Le monde a semblé s'arrêter. Mais avant de continuer, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire jusqu'à présent et ce que vous feriez à sa place. Ne quittez pas la vidéo, car ce qui va suivre va vous donner la chair de poule. L'inspecteur Moreau tenait la clé entre ses doigts, comme si c'était un objet sacré, un fragment crucial du puzzle qui pourrait enfin ouvrir la porte de la vérité. Je la regardais, incapable de détourner les yeux. Cette petite clé en métal semblait innocente, mais je savais que derrière elle se cachait quelque chose de grand, de dangereux, quelque chose que mon fils et mon gendre avaient-ils voulu cacher à tout prix, même au prix de ma vie. « Nous devons aller à la banque », a dit Moreau. Ce coffre pourrait contenir des documents, des contrats, des enregistrements, quelque chose qui explique pourquoi ils ont fait tout ça. Ma fille tremblait encore. Elle s'est assise sur le canapé, la tête entre les mains. « Je ne comprends pas comment on en est arrivé là », a-t-elle murmuré. « Mon mari ?»« Maman, si tu voyais les choses que j'ai trouvées. Des tableurs, des notes, des messages codés, comme s'il préparait quelque chose depuis des années. Des années, maman. » Ces mots m'ont transpercé la poitrine. Des années. Cela signifiait que ce n'était pas une idée récente ou un moment de désespoir. C'était un plan à long terme, d'une patience froide, de calcul et de machination. J'ai pris une profonde inspiration pour ne pas perdre le contrôle. « Émilie, écoute, » ai-je dit. « Tu as été une victime aussi. Il t'a utilisée. Ne te blâme pas. » Elle a levé les yeux, les larmes au bord des cils. Mais j'aurais pu le voir plus tôt. Les signes étaient là. Il se mettait en colère si tu mentionnais ton héritage. Il devenait tendu quand tu venais à la maison. Il disait que tu étais un obstacle à notre stabilité financière. Comment n'ai-je pas compris? Je me suis approchée d'elle et lui ai caressé l'épaule. Parce qu'on n'imagine pas le mal quand il vient de quelqu'un qui prétend vous aimer. Elle a fondu en larmes. Moreau a attendu un moment, puis a parlé.
Nous devons y aller. Si votre gendre ou votre fils soupçonne que nous sommes sur leur piste, il pourrait détruire les preuves. Cette phrase m'a frappée comme un éclair. Mon fils, mon propre fils. À quel moment l'ai-je perdu? À quel moment a-t-il tant changé? Ou a-t-il toujours été comme ça? Et je l'ai tellement protégé que je ne l'ai jamais vu. J'ai chassé ses pensées. Ce n'était pas le moment de pleurer. C'était le moment d'agir. La banque était loin, un bâtiment moderne en verre bleu. Moreau avait demandé un mandat d'urgence pour ouvrir le coffre-fort. Grâce à l'empoisonnement, aux preuves antérieures et à la demande de capital d'essai, le juge n'a pas mis longtemps à l'approuver. Alors que nous attendions à l'entrée, mon cœur martelait contre mes côtes comme s'il voulait s'échapper. Mais je n'allais pas fuir. « Êtes-vous prête à affronter ce que nous allons trouver ?» m'a demandé Moreau. « Non, ai-je répondu, mais je vais ouvrir cette porte quand même. » On nous a appelés de l'intérieur. Un directeur sérieux et en sueur nous a escortés au sous-sol. Les coffres étaient alignés comme des tombes verticales, froides, silencieuses, immuables. Moreau a inséré la clé d'un tour ferme. Le coffre s'est ouvert avec un léger déclic. J'ai retenu mon souffle. « C'est parti », a dit l'inspecteur. Il a sorti une longue boîte en métal, l'a posée sur la table et a ouvert le couvercle. Nous nous sommes penchés tous les trois pour regarder, et ce que j'ai vu m'a glacé l'âme. Les premières choses étaient des photographies, des dizaines, peut-être plus de 100 photographies de moi entrant au supermarché, me rendant à la kinésithérapie, arrosant mes plantes, parlant avec des voisins, attendant le bus, sortant de la boulangerie, relevant mon courrier, dormant sur la terrasse, des photos prises de loin, sous des angles cachés, des photos où je ne savais pas que j'étais observée, surveillée, traquée. J'ai porté la main à ma bouche. Ma fille a laissé échapper un sanglot. Moreau s'est raidi. « Ça, c'est de la surveillance professionnelle », a murmuré l'inspecteur. Ce n'est pas le travail d'un amateur. Il y a plus qu'un simple intérêt financier ici. C'est une surveillance organisée. Sous les photos se trouvèrent des documents, des cartes des endroits où j'allais chaque semaine, des horaires notés, les itinéraires de mes promenades, un calendrier avec des jours marqués, des jours où j'avais des rendez-vous médicaux, des réunions ou des routines fixes. C'était comme voir ma vie transformée en un dossier de police. Et puis nous l'avons vu, une enveloppe jaune. À l'extérieur, écrit à la main, il y avait « Plan B. Si Hélène survit. » J'ai senti le monde vaciller. Moreau a ouvert l'enveloppe avec un soin extrême. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier pliée en 4. Il l'a dépliée. J'ai lu le titre et j'ai failli m'évanouir. Procédure de mise sous tutelle de l'assuré. C'était un plan pour me faire déclarer incompétente, m'interner dans un établissement et prendre le contrôle total de mes biens. Mon fils, mon gendre. Ils avaient déjà envisagé la possibilité que l'empoisonnement échoue. Et s'il échouait, ils avaient un plan pour me détruire sans me tuer. Je me suis appuyée sur la table pour ne pas tomber. Ma fille pleurait en silence. Moreau a juré à voix basse. Mais il y avait encore autre chose dans la boîte, un carnet noir. Moreau l'a ouvert et son expression a changé. « Mon Dieu », a-t-il murmuré. Il me l'a montré. C'était un carnet rempli de notes secrètes, de dates, de noms, de chiffres, de tâches assignées, et un titre sur la première page, « Partenariat stratégique, Monsieur L plus RM, Monsieur L, mon fils, Marc Lefebvre. RM, mon gendre, Robert Marchand. » Ils étaient des associés formels dans un plan, dans une conspiration. Et puis la phrase qui m'a complètement détruite, « Objectif final, succession immédiate. » J'ai senti mes jambes flancher. J'ai dû m'asseoir. Le monde était une marée qui ne cessait de me frapper. Moreau a fermé lentement le carnet. « C'est fini », a-t-il dit d'une voix grave. « Avec ça, ils tomberont tous les deux. Il n'y a aucun moyen qu'ils s'en sortent. » Mais il n'avait pas vu la dernière chose. Au fond de la boîte se trouvait une plus petite enveloppe. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. C'était une lettre écrite de la main de mon fils. La première ligne disait « Maman, si tu lis ça, c'est que tout a mal tourné. » J'ai cherché de l'air. Moreau s'est approché pour lire avec moi. « Je veux que tu saches que rien de tout cela n'est personnel. C'est nécessaire. Tu as déjà vécu ta vie. Nous commençons juste la nôtre. Nous ne devrions pas avoir à attendre des décennies pour ton héritage. Ce n'est pas juste, ce n'est pas pratique, ce n'est pas efficace. Tu comprendras quand tu feras partie du plan. Je le fais pour le bien de la famille. Un jour, tout cela aura un sens.
La lettre est tombée de mes mains. L'inspecteur a pris une profonde inspiration. « Hélène, » a-t-il dit doucement, « c'est la confirmation finale. » Mais je l'entendais à peine. Mon esprit était ailleurs car à la fin de la lettre, il y avait autre chose, une signature. Et sous la signature, une phrase que je n'oublierai jamais. PS. Si quelque chose tourne mal, nous avons déjà les étapes du plan C prêtes. Ma voix s'est brisée. Le plan C? Moreau m'a regardé avec un sérieux glacial. Oui. Et maintenant, nous devons découvrir ce qu'est le plan C. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je devrais tendre un piège à mon propre fils. Mais en tenant cette lettre où il expliquait avec une froideur effrayante pourquoi je devais mourir, j'ai su qu'il n'y avait pas d'autre solution. Je n'étais plus une mère qui essayait de comprendre. J'étais une femme qui se battait pour sa vie, et je n'avais aucune intention de perdre. L'inspecteur Moreau a coordonné le plan avec une précision chirurgicale. « Il viendra vous voir », a-t-il dit. « Il sait déjà que les enfants sont à l'hôpital. Il voudra savoir ce que les médecins ont dit. Il voudra s'assurer qu'ils n'ont pas découvert ce qu'il y avait dans les chocolats. Mais surtout, a-t-il ajouté en me regardant dans les yeux, il viendra voir si vous soupçonnez quelque chose. » Et je soupçonnais. Et il devait croire que non. C'était notre avantage. Je suis retournée chez moi accompagnée de 2 officiers en civil. Moreau a installé de petites caméras dans le salon, la cuisine et le couloir. Ma fille, encore secouée par la trahison de son mari, a décidé de rester avec moi. « Je ne veux pas être seule », a-t-elle dit. Je ne voulais pas la laisser non plus. Tard ce soir-là, nous avons entendu des pas sur le perron. Un coup sec à la porte nous a fait retenir notre souffle. « Maman », a dit la voix de mon fils de l'autre côté. « Il faut qu'on parle. » Mon cœur battait la chamade. Moreau a hoché la tête depuis sa cachette, me faisant signe d'ouvrir. J'ai pris une inspiration, j'ai tourné la clé et j'ai ouvert la porte. Il était là, mon fils, mon garçon, et pourtant ce n'était pas mon garçon. Ses yeux avaient quelque chose de différent, un mélange d'urgence, d'irritation et une peur qu'il essayait de cacher. « Entre », ai-je dit d'une voix ferme. Il est entré, regardant rapidement autour de lui. « Où est-elle » a-t-il demandé. « Où est ma femme ?»« À l'hôpital », ai-je répondu. « Les enfants vont mieux. » Le médecin a dit que c'était un empoisonnement, mais ils enquêtent toujours sur la cause. Ses lèvres se sont serrées. Un tic nerveux est apparu sur sa mâchoire. « Écoute, maman, » a-t-il dit en se rapprochant. « Je n'ai rien à voir avec ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les chocolats. Peut-être qu'ils étaient contaminés à l'usine ou que les lots ont été mélangés ou quelque chose. » Chaque mot était un mensonge maladroit, une autre pierre dans la tombe qu'il creusait de ses propres mains. « Pourquoi es-tu si inquiet ?» ai-je demandé doucement. Il a dégluti. « Parce que comment ne pas l'être? Ce sont mes enfants. » Ces enfants ont été empoisonnés par une substance qu'il avait lui-même payée. Je me suis un peu rapprochée. « Alors, explique-moi pourquoi tu as hurlé comme ça quand je t'ai dit qu'ils avaient mangé les chocolats. » Ses pupilles se sont dilatées. Il a fait un pas en arrière. Je n'ai pas. « Maman, comprends-moi. »« Je t'ai entendu, » ai-je interrompu. « Qu'est-ce que tu as fait? » Tu as dit. Tu as hurlé. Tu étais désespéré. Et maintenant, tu veux me convaincre que c'était juste un simple cadeau. Il a serré les poings. Le masque commençait à tomber. « Maman, » a-t-il dit entre ses dents, « n'invente pas de choses. Tu interprètes toujours tout de travers. » La vieille tactique, me faire croire que c'était de ma faute. La manipulation psychologique. Je l'avais déjà vu, je l'avais déjà permis, mais pas cette fois. « Je n'invente rien, » ai-je répondu calmement. « Pourquoi ne t'assois-tu pas pour qu'on puisse parler? » Mon fils a fait un pas vers moi avec un faux sourire. « Tu as raison. Je suis désolée. Je suis nerveux. Je veux juste t'aider. » M'aider. Le même mot qu'il a utilisé dans sa lettre. Je le fais pour le bien de la famille. C'est là que j'ai compris. Il croyait vraiment avoir raison, que ma mort était une solution logique, une formalité, une réorganisation patrimoniale. Cela le rendait encore plus dangereux. Je me suis assise sur le canapé. Il s'est assis en face de moi. Les caméras enregistraient tout. « Mon fils, » ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme, « dis-moi la vérité. Savais-tu ce qu'il y avait dans ces chocolats? » Pendant une seconde, il a hésité. Une seconde a suffi pour que la vérité perce dans ses yeux. « Maman, » a-t-il dit en baissant les yeux, « parfois les gens font des choses désespérées. » Mon cœur a frémi. « Désespéré ?» ai-je répété. « Oui » a-t-il continué.
Des choses qui semblent mauvaises, mais qui ne le sont pas tant que ça quand on y pense, quand on voit l'ensemble, quand on comprend que parfois il faut prendre des décisions difficiles. Ma respiration s'est arrêtée. Il a continué à parler. Tu vieillis, a-t-il dit sans me regarder. Tu as du mal à marcher. Tu te fatigues. Tu es seul. Tu n'as pas de projet. Ce n'est pas juste que toute la famille coule à cause d'une situation qui pourrait être facilement résolue. Chaque mot était un couteau. Résolu? Comment? Ai-je demandé. Il a levé les yeux et a commis son erreur fatale. Avec un peu d'organisation, a-t-il dit. Avec une transition en douceur, sans souffrance, transition en douceur, sans souffrance, le langage exact de sa lettre. Je ne pouvais plus tenir, non pas par peur, mais par indignation, par la certitude irréfutable que ce n'était pas une impulsion, ni un accident, ni une manipulation extérieure. Mon fils voulait que je meure et il le justifiait. Je me suis penchée vers lui. Et qui t'a convaincu que c'était la meilleure solution? Ton beau-frère? Mon fils est devenu blême. C'était ça. Son erreur, sa rupture, son aveu. Tu sais tout, a-t-il murmuré. Les caméras ont tout enregistré. À ce moment-là, Moreau a ouvert la porte avec 2 officiers. Monsieur Lefebvre, a dit l'inspecteur, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre avec préméditation, complot et association de malfaiteurs. Mon fils s'est levé d'un bond. C'est un piège. Elle ne comprend rien. Je l'ai fait pour le bien de tout le monde. Mais il était trop tard, bien trop tard. Ils lui ont passé les menottes alors qu'il criait mon nom comme si j'étais la traîtresse. Je l'ai juste regardé, et pour la première fois de ma vie, je n'ai ressenti ni culpabilité, ni honte, ni peur. J'ai ressenti la justice. C'était le début de la fin, et je devais encore affronter l'autre monstre. Quand la porte s'est refermée derrière mon fils et que ses cris se sont estompés en un écho lointain dans le couloir, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Le silence. Un silence qui n'était pas vide ou angoissant, mais un silence qui me laissait respirer. Pendant si longtemps, j'avais vécu piégée dans la peur, la confusion et la trahison, que ce moment, aussi bref soit-il, me semblait comme ouvrir une fenêtre après un incendie. Cependant, je savais que ce n'était pas la fin. C'était à peine la moitié de la bataille. Je devais encore affronter l'autre responsable, l'autre cerveau derrière le plan. Mon gendre, cet homme qui avait faim l'affection, le respect et la familiarité, tout en organisant ma mort avec une froide efficacité. L'inspecteur Moreau ne m'a pas laissé le temps de sombrer dans mes pensées. « Hélène, a-t-il dit fermement, nous devons agir vite. Nous savons où se trouve votre gendre, ou du moins où il était il y a quelques heures. Mais il pourrait ne pas rester sur place quand il saura que son partenaire a été arrêté. Ma fille, le visage encore pâle de la douleur de la trahison, est venue vers moi. « Maman, je veux y aller, » a-t-elle dit d'une voix tendue. Je dois le voir. J'ai besoin de l'entendre dire pourquoi. Je lui ai pris les mains. Non, ai-je répondu doucement. Tu as assez souffert. Tu es aussi une victime dans tout ça. Tu n'as pas à assister à ce qui va suivre. Elle a secoué la tête, un mélange de colère, de honte et d'un profond sentiment de perte. C'est mon mari, a-t-elle murmuré. Mais c'est aussi l'homme qui a prévu de te tuer. Je ne peux pas rester ici à attendre des nouvelles. Je dois être là. Moreau est intervenu. Je peux l'autoriser, mais vous devrez suivre mes instructions à la lettre. Vous ne vous approcherez pas de lui. Vous ne le confronterez pas. Il pourrait devenir violent s'il se sent acculé. Elle a hoché la tête. Sa détermination était un mélange de douleur et de force nouvelle. La voir ainsi me brisait le cœur, mais cela me donnait aussi de l'espoir. Elle n'était plus la femme soumise et manipulée que son mari avait façonnée. Elle se réveillait. Cet après-midi-là, nous nous sommes dirigés vers un entrepôt industriel à la périphérie de la ville, un ancien centre de distribution où, selon les registres bancaires et les caméras de sécurité, mon gendre avait fait des allées et venues ces derniers jours. Alors que la voiture filait sur l'autoroute, je ne pouvais m'empêcher de penser au niveau d'organisation derrière tout ça. Il n'avait pas seulement aidé à m'empoisonner. Il n'avait pas seulement surveillé mes mouvements. Il avait attendu patiemment que les pièces s'emboîtent parfaitement. Il avait agi avec la froideur de quelqu'un qui croit avoir tout sous contrôle. Mais il n'avait pas compté que mes petits-enfants mangeraient les chocolats. Il n'avait pas compté qu'ils survivraient. Il n'avait pas compté que je resterais en vie pour voir l'enfer que son ambition avait construit.
La voiture s'est arrêtée. La structure grise de l'entrepôt se dressait devant nous avec sa façade rouillée et ses fenêtres brisées. Un endroit vide, inactif, parfait pour cacher des documents ou planifier des choses que personne ne devrait voir. Les officiers ont pris leur position. Moreau m'a fait signe de rester derrière lui. « Allons-y », a-t-il dit. Nous sommes entrés. L'intérieur sentait l'humidité et la poussière. La lumière filtrait par des fissures dans le plafond, créant des bandes diagonales qui coupaient le silence. Et là, au fond, parmi des boîtes empilées et de vieux outils, se trouvait lui, mon gendre, Robert, assis à une table en métal, examinant des documents comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas d'enfant à l'hôpital, comme si son partenaire, mon fils, n'était pas menotté. Ma fille a étouffé un sanglot en le voyant. Il a levé les yeux. Quand il nous a vus, ses lèvres ont eu un geste presque imperceptible, un minuscule sourire tordu et calculé. « Tiens, tiens », a-t-il dit d'une voix calme. La famille, réunie. Moreau s'est avancé avec autorité. « Robert Marchand, vous êtes en état d'arrestation pour complot, tentative de meurtre, association de malfaiteurs et empoisonnement aggravé. » Il ne s'est pas levé. Il n'avait même pas l'air surpris. Il a simplement joint ses mains et haussé les sourcils. « Alors, tu as parlé ?» a-t-il dit en regardant ma fille. « Charmant. J'ai toujours su que tu étais faible. » Ma fille a tremblé mais n'a rien dit. J'ai fait un pas en avant. « Je veux juste savoir une chose, » ai-je dit. « Pourquoi? Qu'est-ce que tu gagnais à ma mort? » Robert a laissé échapper un petit rire, comme quelqu'un qui entend une question évidente. « Hélène, s'il te plaît, ne sois pas naïve. Tu avais quelque chose dont nous avions tous les deux besoin. Tes biens, tes propriétés, l'ancien local commercial de ton défunt mari, les investissements que tu as faits quand personne ne pensait qu'ils fonctionneraient. Tu étais assise sur tout ça, sans l'utiliser, sans le faire bouger, sans le rentabiliser. C'était un trésor endormi, de l'argent mort. » Ma fille a porté une main à sa bouche, horrifiée. « Tu étais un obstacle, » a poursuivi Robert. « Et les obstacles, on les supprime. C'est comme ça que les choses fonctionnent dans le monde réel. Ce n'est pas personnel. » Pas personnel. La même phrase que mon fils avait utilisée dans sa lettre. La même froideur, la même misère humaine. Ma voix est sortie plus ferme que je ne l'attendais. « Alors c'est toi qui as convaincu mon fils. Je l'ai juste aidé à voir les choses clairement, » a-t-il dit en croisant les bras. Il avait ses propres motivations. Des dettes, des frustrations, du ressentiment envers toi pour avoir eu une vie plus facile que lui, selon lui. J'ai juste assemblé les pièces. Moreau est intervenu. « Et le plan C ?» a-t-il demandé. Robert a souri. « Ah, vous avez donc trouvé la lettre? Très bien. Ça signifie que les choses ont encore plus mal tourné que je ne l'imaginais. Encore plus mal. Qu'est-ce que le plan C ?» ai-je exigé. Robert m'a regardé droit dans les yeux, comme quelqu'un qui savoure le coup de grâce. Le plan C était simple. Si tu survivais et que nous ne pouvions pas te faire mettre sous tutelle, alors nous aurions inventé que tu étais un danger pour toi-même. Une dépression, un trouble, un épisode psychotique. Nous avions déjà tout préparé pour te faire interner. La loi le permet s'il y a un risque, et une femme de ton âge, seule, vulnérable, est parfaite pour ce genre de diagnostic. J'ai eu la nausée. Ma fille a fondu en larmes. Moreau a serré les dents. « Vous êtes un malade, » ai-je dit, la voix brisée. « Un monstre. » Il a haussé les épaules. J'appelle ça du pragmatisme. Juste à ce moment-là, il y a eu un grand bruit, une grille métallique qui se refermait. Robert s'est retourné et 3 officiers se sont précipités à l'intérieur. « Monsieur Marchand, vous êtes cerné. » Les mains en l'air. Il a levé les mains calmement, comme si tout cela n'était qu'une formalité. « Doucement, » a-t-il dit. « Je ne suis pas violent. Je n'en ai pas besoin. Ils l'ont menotté, l'ont fait sortir de l'entrepôt. Pas une seule larme, pas un soupçon de regret. Juste la même expression sereine de quelqu'un qui croit que la loi est un jeu qu'il peut gagner s'il contre-attaque bien. Mais pas cette fois. Quelques jours plus tard a eu lieu l'audience préliminaire. Mon fils, la tête basse, cherchant encore des excuses, évitait mon regard. Mon gendre, en revanche, tenait la tête haute comme un stratège déchu. Lorsque les procureurs ont présenté les preuves, les photos, les documents, le carnet noir, la lettre, les rapports toxicologiques, le silence s'est fait absolu dans la salle d'audience. Il était impossible de nier. Il était impossible de minimiser. Il était impossible de justifier. Ils ont essayé de se rejeter la faute. Mon fils a dit que Robert avait eu l'idée. Robert a dit que mon fils nourrissait des intentions depuis des années. Les deux disaient la vérité, les deux mentaient,
les deux étaient coupables. Le juge a ordonné la détention provisoire immédiate. Je suis sortie du palais de justice avec ma fille à mes côtés. Elle a pleuré dans mes bras. « Pardonne-moi, maman », a-t-elle murmuré. Je n'ai pas vu qui j'avais à côté de moi. Je l'ai serrée de toute mon âme. « Tu n'as pas à me demander pardon », lui ai-je dit. Parfois, le mal se cache derrière l'habitude, et personne n'est à blâmer de faire confiance. La faute incombe à ceux qui trahissent cette confiance. Elle a continué à pleurer, libérant des jours, des mois, peut-être des années de manipulation, de contrôle et de peur. J'ai pleuré aussi, mais mes larmes étaient différentes. C'étaient des larmes de soulagement, d'épuisement, de gratitude d'être en vie, de douleur pour tout ce que j'avais perdu, mais aussi de force pour tout ce que j'avais retrouvé. J'ai retrouvé ma voix, ma dignité, ma vie. Aujourd'hui, alors que j'écris ces mots depuis la table de ma cuisine, avec les enfants en bonne santé, ma fille à mes côtés, et un sentiment de paix que je pensais ne plus jamais ressentir, je comprends que ma renaissance n'est pas venue de la punition qu'ils ont reçue. Elle est venue du fait de savoir que je ne les ai pas laissés me détruire, que je me suis battue, que j'ai survécu, que j'ai affronté l'horreur la tête haute, et que je ne permettrai plus jamais à quelqu'un de décider pour moi, ni de ma vie, ni de ma mort, ni de mon destin. Parce qu'aujourd'hui, à 67 ans, je sais qu'il n'y a pas d'âge pour se reconstruire et qu'il n'y a pas de trahison si grande qu'elle puisse éteindre la force d'une femme qui décide de se relever. Le jour où tout s'est terminé, je me suis réveillée avant l'aube. Je ne sais pas si c'était l'habitude, le silence, ou cet instinct qui émerge lorsque l'âme cesse enfin de se battre et commence à guérir. J'ai mis une veste légère et je suis allée me promener dans le jardin. L'air frais du matin m'a accueillie comme une étreinte attendue depuis longtemps. C'était la première fois depuis des mois que ma poitrine ne sentait pas le poids invisible de la peur. Pendant un instant, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai pensé « Je suis en vie. Je suis encore là. » Et ces simples mots, qui semblaient autrefois si petits, avaient maintenant le pouvoir d'un miracle. Mes petits-enfants sont sortis sur la terrasse quelques minutes plus tard avec des sourires endormis et des cheveux en bataille. Les voir courir vers moi, rire, me serrer dans leurs bras sans peur, sans douleur et sans danger, a été le plus grand cadeau que la vie pouvait me faire. Dès que je les ai tenus dans mes bras, j'ai su que tout ce que j'avais traversé en valait la peine. Non pas parce que la souffrance était juste, mais parce que j'ai appris que même dans l'abîme le plus sombre, il y a encore une lumière qui nous attend. Une lumière qui nous rappelle que nous ne sommes pas faits pour abandonner, mais pour endurer. Ma fille est apparue derrière eux avec une nouvelle sérénité dans les yeux, une que je n'avais jamais vue auparavant. Elle avait survécu à un mariage de mensonges, de manipulation et de contrôle. Et tout comme moi, elle apprenait à se reconstruire, morceau par morceau. Je lui ai pris la main, et nous avons toutes les deux compris, sans un mot, que nous allions surmonter cela ensemble, que le pire était derrière nous, qu'aucun des monstres qui ont essayé de nous détruire ne nous ferait plus jamais de mal. Cette pensée m'a remplie d'une force que je ne savais pas que j'avais encore. J'ai regardé le ciel, j'ai senti le soleil chaud sur ma peau, et pour la première fois depuis longtemps, je ne voyais plus d'ombre derrière chaque souvenir. Je ne sentais pas le poids de ce que j'avais perdu, mais la certitude de ce que j'ai encore. Ma vie, ma famille, ma liberté. Et aussi quelque chose de plus puissant, la conviction que je mérite la paix, et que je l'ai maintenant, que je l'ai gagnée. Et avant de nous quitter, je veux vous lancer une invitation très spéciale. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, laissez un j'aime. C'est une belle façon de me soutenir et de me faire savoir que vous appréciez ces narrations. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires pleines d'émotions, de rebondissements et de fins qui vous feront réfléchir. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous m'écoutez, ce que vous avez ressenti à la fin, ce que vous auriez fait à ma place. Merci d'avoir été avec moi.